Salut à tous, alors on se retrouve pour l'unboxing de Warhammer Underworld Gnarlwood. Alors c'est la combienième boîte? Il y a eu Shadespire, il y a eu Nightvault, il y a eu Beastgrave, il y a eu Direchasm, il y a eu Harrowdeep, il y a eu Nethermaze, il y a même eu une boîte de démarrage qui était voilà, sortie. Donc on peut dire que c'est soit la 7e, soit la 8e, étant donné qu'il y en a une qui n'était pas nommée. Bon voilà, à vous de choisir. En tout cas, je vais pas parler du run des sorties, j'en ai déjà parlé. Là on va se consacrer vraiment à se faire plaisir sur cette nouvelle boîte. Donc a priori c'est la première sous-saison, il y aura sans doute une autre boîte qui se passera dans le même environnement. À chaque fois vous avez un environnement spécifique. Shadespire et Nightvault c'était la cité miroir. Après il y a eu la montagne, je ne sais plus comment, Beastgrave tout simplement. Là ça se passe dans le bois maudit. On a eu aussi évidemment le Nethermaze, le monde labyrinthique sous-marin. Donc ça se passe exactement au même endroit que Warcry. Donc si vous avez la dernière version de Warcry, eh bien on est exactement au même endroit. On a même du fluff en plus, donc ça c'est aussi sympa, et c'est même un petit peu plus loin. Donc voilà, on va regarder tout ce qu'il y a dans cette boîte là. Alors comme d'habitude, je trouve que la direction artistique, elle est assez bonne en fait. Et puis c'est vrai que j'avais vu quelqu'un une fois qui vendait toute sa collection de boîtes. Il avait mis toutes les boîtes côte à côte. Et j'avoue qu'à ce moment-là, moi j'ai regretté de les avoir jetées. Bon voilà, il me reste plus que Harrowdeep, Nethermaze, elles sont bleues, j'ai plus de mal à les jeter. Mais c'est vrai qu'au final, conserver des boîtes et des boîtes, il n'y a pas grand intérêt. Le design, par contre, je trouve toujours assez réussi. On va regarder à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le livre de règles, le donc 8e bouquin de règles, 7e ou 8e, je sais plus. Mais en tout cas, alors vous allez dire, ouais, ça fait beaucoup de bouquins de règles, mais du coup, on est, je pense, sur un des jeux les plus aboutis de chez Games Workshop, si ce n'est pas le plus abouti. Dans quel sens? Parce que les versions qui changent ne sont pas des grosses versions. Parce que vous allez me dire, oui, mais Battle, il y a eu 8 versions, certes. 40 000, il y a eu 9 versions, certes. Mais entre les premières versions, Rogue Trader, la V3, la V7, la V8, c'est pas vraiment le même jeu. On a quand même eu beaucoup d'évolutions. Alors que là, sur Warhammer Underworld, ça reste quand même globalement le même système, mais hyper peaufiné, et je peux vous dire que quand on lit les règles, on sent vraiment que c'est hyper peaufiné, et ça c'est un gros atout pour ce jeu qui se veut le jeu compétitif ultime. Alors je vais vous feuilleter le livre. Donc on a déjà une première partie sur l'historique qui est assez sympathique, où on apprend aussi que bah voilà, il y avait des cités qui étaient autour de Tondia, qui luttaient contre le bois noueux, et puis quand justement Alarielle a déclenché son sort de vie, elle a fait pousser beaucoup plus que de raison en fait tous les chênes noueux en fait, qui sont une sorte de jungle. Alors déjà cette image, moi je la trouve plutôt sympathique parce que elle permet de replacer en fait les décors de Warcry dans leur contexte. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les images, moi ne connaissant pas vraiment le fluff et le lore de Age of Sigmar, je m'imaginais que la jungle c'était vraiment plus une jungle comme on avait eu des images en fait, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un montage, mais qui était un montage en termes de décor, et où c'était beaucoup plus vert en fait, beaucoup plus ce qu'on imaginait d'une jungle. Et c'est vrai que quand les décors de Warcry sont sortis, je me suis dit mince, on passe complètement à côté de ce que j'imaginais, et voilà. Mais quand on voit cette image là, c'est beaucoup plus cohérent parce que vous voyez, il n'y a pas vraiment de végétation telle qu'on peut l'imaginer dans une jungle, mais on est vraiment que sur des chênes noueux. Alors ils sont verts certes, mais voilà, on sent que ils sont pas en train de marcher sur l'arbre, ils sont en train de marcher sur des sortes de tentacules noueux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on vous présente les deux bandes, voilà, donc la meute de l'âme noueuse. Donc eux tout simplement c'est une bande de guerriers noirs serment, voilà, qui a écouté leur bête intérieure et qui sont venus mettre le bazar dans les chênes noueux. Je passe assez vite parce que c'est pas beaucoup plus intéressant. Par contre les fils de Velmorn, ça c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on apprend que justement le roi Velmorn était dans une cité qui luttait contre la progression des chênes noueux et qui protégeait en fait son entourage. Et puis quand il y a eu d'autres ennemis qui sont arrivés, typiquement le chaos, il a eu vent en fait d'une couronne avec un pouvoir sans limite, et il a été justement mettre cette couronne, et quand il a mis cette couronne, alors il était entouré de ses fils, simplement ça l'a transformé en roi de la non-vie, et voilà. Et donc c'est toujours un petit peu le drame, mais je trouve ça assez bien amené, et c'est un peu plus profond en fait. Donc on a ce côté où ses fils se sont retrouvés contaminés en fait par le pouvoir de la non-vie, et se sont retrouvés eux aussi morts vivants. Donc voilà, maintenant il cherche toujours à défendre son royaume entouré de ses fils, voilà, sachant
que même dans ses fils, on apprend qu'il y en a un qui était pas vraiment de la même femme, hein. Attention, un bâtard, comme on dit. Donc voilà, je trouve que le fluff, il est assez approfondi. Alors, nouveauté qu'on verra tout à l'heure aussi, c'est que maintenant, on a un deck, pour chaque faction, si on avait l'habitude, puis après, on avait des cartes génériques. Là, maintenant, ces cartes génériques, elles ont été remplacées par 2 decks rivales, c'est-à-dire que vous avez 4 decks rivales, donc 2 qui sont génériques et 1 pour chacune des factions. Ça, c'est très très bien, et ça introduit aussi un nouveau format de jeu qui s'appelle, je ne sais plus, mais je vais le retrouver, et Nemesis, je crois. Et dans ce format de jeu, vous avez le droit, si je tourne la page, je crois que je vais avoir la réponse, hein. Mais dans ce format de jeu, vous allez avoir la possibilité de mixer votre deck rival avec un des autres decks rivales génériques pour faire votre propre paquet. Donc c'est du deck building, pour ceux qui affectionnent le deck building, c'est pas mal. Maintenant, on n'est pas sur un gros pool de cartes, donc après je me pose vraiment les questions. Je me dis que forcément, déjà quand on avait accès à toutes les cartes qu'on voulait, on se retrouvait souvent avec les mêmes cartes qui étaient jouées, forcément les plus intéressantes. Là, quand on a un accès à un pool de cartes beaucoup plus réduit, je pense que là ça va être encore plus restreint. Maintenant, moi je maintiens le format rival, c'est vraiment le format qui me plaît le plus et qui est le plus facile à jouer quand vous voulez pas investir tout votre temps de jeu dans la construction de deck ou quoi que ce soit. C'est vraiment la façon la plus agréable. Alors, tout est décrit vraiment très précisément. Je trouve qu'il y a un bel effort sur la mise en page. Vraiment, c'est un jeu qui est clair en termes de règles. C'est hyper séquencé, il n'y a pas de place pour l'interprétation. Tout est vraiment détaillé. On a vraiment des petits tableaux. Donc, il y a vraiment peu de façons de mal comprendre les choses. Voilà, après, bien sûr, comme tous les jeux, il faut toujours faire une petite partie, histoire d'avoir savoir un petit peu comment ça va se passer. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors là, dans cette version-là, vous avez les pions de cases inextricables. À chaque fois, à chaque version, vous avez des types de pions différents. Là, simplement, quand vous les retournez, et bien du coup, votre combattant va prendre un pion commotion quand vous êtes dedans. Donc voilà, je vais passer un petit peu. Vous voyez, vous avez les étapes d'un tour, donc je ne vais pas rentrer dans les règles en détail. On va passer un peu ça. Le but, c'est de faire vraiment, comme je dis, l'unboxing. Par contre, gros changement, si en termes de règles quand même, il y a eu une grosse évolution majeure. Les actions de mouvement, avant, dès que vous aviez un pion de mouvement, vous ne pouviez plus bouger, tout simplement. Vous ne pouviez plus faire de charge, etc. Là, vous avez un pion de mouvement, certes, vous ne pouvez pas faire de charge, mais vous pouvez continuer à faire des mouvements. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un seul combattant, vous pouvez très bien, première action, faire un mouvement, deuxième action, faire un mouvement, troisième action, faire un mouvement, et quatrième action, faire un combat. Et vous pouvez aussi faire un mouvement, un combat en deuxième action, troisième action, vous échapper aussi et refaire un mouvement pour aller prendre un objectif. Ça ouvre tout un panel de possibilités, ça débloque complètement le jeu, ça évite que sur le dernier rapport de bataille, par contre, que vous avez vu par exemple sur la chaîne, je vous remets le lien ici, comme ça vous engage à aller le voir si vous avez envie. Et si vous vous en rappelez, Simon, dans sa troisième phase de jeu, dans le troisième round, il avait peu de figurines, donc forcément il se retrouvait à passer des tours à piocher, ce qui n'était pas extrêmement intéressant. Là, il y a maintenant cette possibilité de continuer à bouger. Donc quand vous avez peu de combattants, eh bien vous pouvez bouger plusieurs fois. Aller chercher un objectif qui serait vraiment très loin, ça peut être bien pour des banques justement qui ne bougent pas beaucoup. Et autre chose qui a extrêmement changé aussi, je viens sur les actions de charge. Donc l'action de charge, en fait, c'est une super action, c'est-à-dire que vous pouvez et bouger et attaquer dans le même round. L'idée, c'est que quand vous avez fait une action de charge, vous pouvez refaire une attaque, refaire une action, même avec ce personnage, à condition que tous les autres personnages aient un pion de charge aussi. Donc c'est-à-dire que si vous reste que 2 figurines, vous pouvez faire charge, charge, plus attaque avec la première, re-attaque même avec la première si vous voulez. Et ça permet aussi d'ouvrir le jeu et de faire en sorte que même quand il vous reste qu'une figurine, elle peut être assez dangereuse parce qu'elle peut faire sa charge et si l'adversaire a pas réussi à s'enfuir, elle peut faire 3 attaques derrière. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Voilà, ça c'est pour les gros changements en termes de jeu. Voilà, donc pas beaucoup plus de choses. Là on a vraiment les réactions qui sont extrêmement bien détaillées. Donc normalement c'est pareil, il n'y a pas trop de complexité à voir, et puis on va aller regarder le reste. Ah oui, vous voyez, à la fin vous avez le glossaire, et c'est un vrai glossaire où vous trouvez vraiment les informations, parce que souvent dans certains glossaires de chez Games, vous avez le terme genre attaquer, alors attaque, ça signifie faire une action d'attaque, ok.
Merci. Là, c'est quand même beaucoup plus carré et on sent que là, vraiment, vous voyez, tout ça, c'est rappelé. Moi, c'est ce que j'aime dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de part à l'interprétation. Tout est clair et net. On sent que c'est un jeu qui est fait pour être joué en tournoi et entre gentlemen sans qu'il y ait interprétation. Bon, au final, hein, j'ai fait une part plus grande que ce que je pensais sur les règles, mais c'est vrai que c'est un jeu qui me plaît beaucoup, hein, justement pour ses règles, vraiment pour ses règles. Même pour tout, en fait, ça me plaît beaucoup parce que les règles sont hyper carrées, c'est super intéressant à jouer, c'est super tactique. Et il y a un plaisir dans ce jeu que je retrouve pas forcément dans d'autres jeux. Moi, ça me rappelle Monster Apocalypse d'il y a longtemps, ou qui a été, ou qui sera peut-être édité par Mythic. Mais il y a vraiment Motu Master of the Universe Battleground chez Archon Studio qui lui est disponible. On a vraiment ce côté tactique, bluff, où on regarde vraiment ce que l'adversaire va faire, ou un petit peu comme Alchemy, hein, pour ceux qui ont vu justement aussi le rapport de bataille que j'ai fait récemment. Mais ça, c'est vraiment mon type de jeu. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez toujours, comme à l'accoutumée, les planches avec les icônes. Donc c'est vrai que quand on a toutes les versions, on commence à avoir un max de pions qui se cumulent. Là voilà, bon voilà, c'est le look. Alors par contre, la direction artistique sur le design des tuiles, moi ça me plaît pas du tout. Voilà, donc je vais vous montrer le plateau. À vous de juger. Je trouve que le dessin est pas fou en fait. Pour ça manque quand même de détails. Là, quand il y en a, c'est peut-être un peu trop chargé. Vous allez dire ouais, il n'y a pas assez de détails, il y en a trop. Mais je pense qu'on peut faire vraiment des choses beaucoup plus agréables à regarder. Vous avez qu'à juste regarder des tapis de jeu qu'il y a chez différents fabricants de tapis néoprène. Je trouve que le design pourrait être vraiment plus agréable. Alors après, c'est clair, hein, là on a les zones de points de spawn, là on a des zones infranchissables, là on a une zone de couvert, alors c'est clair, mais c'est pas très beau. Alors lui, c'est peut-être le pire. J'adhère pas du tout au look. Alors on a bien compris hein, l'idée des chaînes noueux, un truc un petit peu sale comme ça, mais ouais, honnêtement, le design, je n'adhère pas. Je vous montre après l'autre, mais vous allez voir que c'est pas beaucoup mieux, voilà. Alors après, ils sont intéressants hein, en termes de jeu, parce que vous avez différents emplacements pour le déploiement, différents emplacements pour des zones de couvert, mais le design, je trouve que c'est important, et c'est vrai que Warhammer Underworld, moi, ce qui me jette, c'est peut-être le moins pire, mais ouais, c'est quand même pas très beau. Ça reste mon goût personnel, hein, ça n'engage que moi, mais c'est quand même pas très beau, et moi qui suis quand même un amoureux des décors, c'est dommage, parce que en termes de look, là, ça, franchement, ça me transporte pas. Heureusement, après, le jeu est vraiment très très bon. Comme quoi, on peut faire des concessions, hein, trouver qu'un jeu est très joli et y jouer parce que les figurines sont jolies, et puis y trouver vraiment son intérêt, et puis bon, faire une petite concession en disant les figues me plaisent pas forcément, le décor me plaît pas forcément, mais le jeu est tellement bon que bah voilà, je fais une petite concession. Donc ensuite, les grappes de figurines qui sont pré-teintées et en mode easy to build, donc clipsables. Ça peut être un avantage pour vous, ça peut aussi être un inconvénient. Moi, je le vois plutôt comme un inconvénient pour moi, parce qu'il faut toujours couper les petits clips pour que ça colle bien et que les jointures soient le mieux possible. Ensuite, 7 2D avec des couleurs spécifiques. Donc si vous êtes collectionneur, vous avez 2 nouveaux paquets. Et puis les paquets piles rivaux, et puis ceux qui sont génériques. On va regarder les figurines. Alors je vous montre rapidement les grappes, pourquoi? Parce que je vais vous monter les figurines, donc il suffit d'attendre 1 minute à peine dans la vidéo, voire moins, et vous allez les voir monter, mais ça vous permet comme ça de voir comment c'est découpé. C'est intéressant je trouve pour ceux qui veulent faire des conversions et se projeter et se dire ah ok, je peux récupérer cette grappe uniquement pour récupérer les cheveux, l'épée, etc. Donc c'est pour ça que je vous le fais. La même chose pour les squelettes. Alors ça, franchement, je pense que c'est une de mes bandes en termes de look préférées, parce qu'il y a, je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a un petit plaisir là-dessus. Je pense que ça va être facile à peindre, que ça va être assez agréable. Ils sont bien définis. En plus, pour des morts vivants, eh bien, ils ont quand même un petit peu comment dire, leur petite patte, chacun leur petit style un peu particulier. Donc, on peut quand même un peu s'identifier à ces personnages. Et je trouve que c'est déjà une belle réussite. Alors on commence par le papa, voilà, donc figurine très dynamique et à la fois très volontaire, donc je la trouve vraiment très réussie. Il y a une belle position, vous voyez, avec le drapé comme ça dans le vent, c'est plutôt pas mal, la couronne, le côté squelettique. Alors par contre, si vous aimez la conversion, là je vous arrête tout de suite, il est décomposé en tellement de morceaux pour la tête, etc. C'est très difficile de le récupérer. Donc ça va être le cas pour toutes les figurines, donc je vais pas le redire, mais là vraiment c'est assez net. Après, c'est assez fin, hein, ça c'est clair, on a l'habitude. Moi c'est une de mes figurines préférées de cette extension.
attention parce que elle a quand même quelques détails, mais pas trop. On n'est pas sur des figurines qui peuvent faire peur, comme parfois sur le côté, il y a trop de détails à peindre. En plus, on a un beau drapé pour s'appliquer, mettre des contrastes ou mettre de l'aéro. Donc voilà, maintenant on va regarder ses fils. Alors le fils illégitime, voilà, parce qu'il y a un petit peu de fluff, hein. Donc il est assez énorme, hein. Vous voyez, il a un magnifique bouclier aussi, la tête est assez sympathique, voilà, on a un beau glaive pour faire des petits effets de rouille ou de vert de gris, ça dépend de comment vous allez le peindre. Voilà, figurine très massive, bien en mouvement, voilà, beaucoup de détails encore une fois sur cette figurine. Elle est assez simple à monter, il y a juste, évidemment on est toujours sur des figurines qui se clipsent, donc vous voyez ici, là et là, on vient mettre le bras à l'intérieur, le bras flotte, et après on vient clipser. Donc moi ce que je fais, c'est que je colle tout ça, donc je coupe le plus possible les petits picots, mais en faisant en sorte qu'ils puissent quand même me guider pour pouvoir les placer, parce que parfois c'est pas toujours simple de savoir exactement où placer en fait les figurines. Mais bon, voilà, lui c'est le bad guys, le big guys, donc il est plutôt très réussi. Alors pour cette figurine, faites très attention si vous la clipsez dans son socle, hein, c'est prévu pour être clipsé dans son socle. Ici là, l'articulation, enfin la cheville est tellement fragile que vous allez la casser, hein. Je suis sûr que vous allez la casser si vous enfoncez tout simplement le picot, même sans qu'il y ait de peinture ni quoi que ce soit, juste en montage comme ça, comme moi je l'ai fait, clairement vous allez la casser parce que c'est beaucoup trop fragile. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit couper complètement le picot ou soit vraiment tailler le picot pour que quand il rentre à l'intérieur, ce soit vraiment facile, hein, qu'il n'y ait pas de forçage, hein, sur cette partie-là, parce que c'est tellement fin la cheville que ça va casser. Sinon, après, eh bien, il est plutôt sympathique aussi, hein, il a une bonne dégaine. La finesse, elle est assez impressionnante. Vous voyez ici sur les bracelets, là, c'est assez impressionnant, parce que même par le dessous, on voit que le bracelet, en fait, n'est pas collé. Vous voyez, il y a un petit trou, hein, entre l'os et puis le bracelet, donc voilà. Là aussi, je pense que ça va être une figurine assez facile à peindre, assez agréable à peindre, comme tous ses frérots. Alors, encore une fois, sur la finesse, attention, parce que lui, le bras, vous voyez ici, là, ne tient que un tout petit morceau qui est lui aussi clipsé à l'intérieur, donc c'est le même système. On met l'avant, on met l'arrière, on incruste le bras à l'intérieur, donc ça ne se touche pas, hein. Vous voyez là, on le voit là, ça ne se touche pas, donc ça tient vraiment que par cette partie-là qui est vraiment très petite, très fragile. Je pense que Games pousse vraiment aux limites des résistances des matériaux, hein. Ça il l'avait déjà dit depuis quelques années, essayer d'étudier et puis d'aller le plus loin possible pour que les figurines ne cassent pas. Alors là elle va pas casser si on n'y touche pas, si on fait que la regarder. Par contre après à jouer, à manipuler, à travailler dans les mousses, moi j'aurais peur quand même que ça casse un petit peu. Donc voilà, vous êtes prévenus. Après sinon, finition de la figurine impeccable, encore une fois, vraiment très jolie, même si après vous voyez le côté monobloc qu'il peut y avoir, où on a des jonctions qui pourraient être épargnées, mais là c'est pareil, ça serait très fin, mais bon voilà, c'est toujours ça le problème, c'est si on veut que rien ne se touche et que ça tient que par un os sur les squelettes, eh bien on se retrouve avec quelque chose de très très fin, donc c'est pour ça que ça touche ici. Bon voilà, là ils ont choisi de ne pas le faire sur le bouclier, vous voyez c'est marrant parce qu'ils le font sur le bras droit, et ils le font pas sur le bras gauche, mais bon, figurine encore une fois très réussie. Et pour le dernier frérot, on retrouve exactement la même chose. Vous voyez, la hache là est incrustée en fait dans la sculpture. Bon, j'aime pas trop, mais ça permet aussi de rendre la figurine encore une fois plus résistante, parce que c'est vrai que le problème des squelettes, c'est ils ont plus que j'allais dire la peau sur les os, mais même pas, ils ont plus que les os tout court. Donc c'est vrai que ça tient un peu moins bien. Pareil ici pour le bouclier, voilà. Donc figurine teintée dans la masse, hein, en clair. Donc voilà, ça peut vous épargner un petit peu des choses. Et là c'est pareil, hein, si vous voulez récupérer un casque ou quoi que ce soit, voilà, c'est mort, hein, ça vous oblige à vraiment découper la figurine par derrière, à mon avis très très compliqué. Et puis là aussi, encore une fois, sur l'insertion dans le socle, franchement, faites vraiment très attention, parce que sinon votre figurine va casser. Alors les figurines noires serment, là aussi, figurine plutôt très réussie, hein, vous voyez le nombre de détails. Là, on est peut-être à la limite du too much un petit peu sur les détails. Alors après, voilà, vous pouvez apprécier, comme vous pouvez trouver qu'il y en a un petit peu trop. Voilà, moi j'ai toujours tendance maintenant à trouver qu'il y en a un petit peu trop, c'est mon côté joueur, donc j'ai envie de jouer peint, et j'ai envie que la peinture me prenne pas beaucoup de temps. Après, si vous êtes au contraire un adepte de la peinture, ça peut être vraiment agréable
d'avoir autant de détails. Voilà, figurine, là aussi assez simple à monter, hein, la plupart du temps. J'ai rencontré beaucoup moins de problèmes que sur la bande des Skaven par exemple, ou celle des luminettes, où j'avais vraiment galéré sur certaines parties. Là, honnêtement, pas trop de soucis sur cette figurine, voilà, bien solide, bien mastoc. Alors celle-ci, j'avoue qu'elle a un côté bien bestial, bien sauvage, mais c'est pas ma préférée au niveau de sa posture. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu entre la fourrure et puis le cou. En fait, je trouve qu'il y a un espace qui est un peu grand. Ouais, certes, hein, elle est en mode métalleuse, penchée vers l'avant, mais moi, je sais pas, il y a un petit truc qui me chiffonne. Voilà, là aussi, beaucoup de détails sur cette figurine, toujours. Mais bon, en tout cas, elle a son caractère, hein, ça se voit, hein, faut pas la chiffonner le matin. Hein. Quand elle a pas eu son café, c'est 2 coups de hache direct. Voilà. Fourrure qui est pas mal, derrière aussi, à mon avis, ça c'est pratique. Un petit coup de contraste aussi, ça va être bien. Double hache, voilà. À vous de juger aussi, hein, sur les goûts et les couleurs. De toute façon, ça s'invente pas. Alors lui, c'est un de mes préférés dans sa posture. Il a une posture un petit peu genre en mode attentiste, je te regarde, un peu badass avec sa lance sur l'épaule. C'est assez original, c'est pas forcément une posture qu'on a l'habitude de voir. Donc là, franchement, j'aime bien. Niveau des détails, je trouve que c'est parfait. En fait, il n'y a pas trop de détails sur celle-ci. Vous voyez, il y a des surfaces comme ça assez grandes qu'on peut traiter assez facilement. Il y a différentes structures, enfin différents types des métaux, de la chair, du tissu, des cheveux, donc c'est plutôt pas mal. Honnêtement, moi c'est une de mes préférées. Puis vous voyez le visage aussi très bien sculpté, un petit côté Predator quand même, hein. Je sais pas si je suis le seul à le voir, mais ouais, il y a quand même un petit côté comme ça. Alors celle-ci, tant que je m'en rappelle, je vous le dis tout de suite, si vous êtes comme moi et que vous coupez les petits picots, eh bien vous allez galérer pour mettre la tête en fait, parce que la tête, elle vient se clipser en fait par l'arrière ici, et si vous coupez le picot, elle va reposer un petit peu sur rien. Donc faites attention aux barbes, hein, comment tombe la barbe, ça peut être un guide pour pouvoir se repérer. Et puis le visage, je pense que ça va être un petit peu compliqué à peindre. Voilà. Après la finesse, vous voyez la main, toujours formidable, ça c'est la sculpture game, c'est très 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 fin. Là voilà, là je crois pour moi on est sur la limite haute, hein, en termes de détails. Après il y a toute cette chevelure, fourrure derrière, qui est plutôt bien réussi et qui peut être assez badass. Si vous aimez en plus les SSJ3, bah voilà, c'est plutôt pas mal. Si ça vous parle pas, ne relevez pas. Mais en tout cas, ouais, il y a ce petit côté-là qui me plaît assez. Je le ferai peut-être en blond, tiens, pour en faire le petit clin d'œil. Voilà. Après, j'ai pas parlé des socles, mais les socles, bon, je les trouve quand même assez simples. Voilà, pas très innovant en fait au niveau des socles, mais bon, est-ce que c'est ce qu'on veut forcément à chaque fois, un socle trop scénarisé? Je ne sais pas, parce que c'est pareil, hein, si vous avez votre socle, vous y passez autant de temps que sur la figurine, c'est pas non plus des plus agréables. Voilà, et bien comme ça vous avez vu toutes les figurines. Alors ce qui concerne les paquets de cartes, j'ai décidé, comme il y a vraiment beaucoup de cartes, j'ai à la fois envie de tout vous montrer et à la fois envie que la vidéo soit pas trop longue, et vous passez près de 120 cartes, c'est quand même un petit peu long. Du coup, j'ai séparé la vidéo en deux. Vous avez dans cette vidéo, on va juste regarder les cartes de personnages, et puis je vous fais une vidéo séparée, hein, qui sort en même temps, dans lequel vous avez juste le déballage en fait de toutes les cartes, pas forcément commenté parce qu'il faut jouer, puis je vais pas avoir le temps de jouer avant que la vidéo puisse sortir, donc je vous mettrai un petit peu de musique, et puis voilà, comme ça vous n'êtes pas embêté si vous voulez juste savoir ce qu'il y a dans la boîte, et puis si vous voulez aller en profondeur, comme ça vous avez bien le spoil de toutes les cartes. Donc sur la pile de rivaux de la meute de l'âme noueuse, alors c'est une bande qui est assez complexe, je trouve, sur ses mécaniques d'exaltation. Donc on va le regarder. C'est l'étape d'exaltation après avoir retiré un marqueur d'âme de cette carte. Vous me dites, qu'est-ce que c'est que les marqueurs d'âme? On va regarder avec lutte. Au début de l'activation de ce combattant, vous pouvez lui donner un marqueur d'âme ou lui retirer ses marqueurs d'âme. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer votre propre phase d'exaltation, puisque maintenant l'exaltation est des phases bien précises, on ne peut pas s'exalter n'importe quand. Eux vont pouvoir le faire au début de l'activation d'un personnage, voilà, et on va revenir sur lui. Donc quand il est exalté, eh bien, il ne doit plus avoir de marqueur d'âme. Vous voyez, tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, il n'est plus exalté. Donc il y a vraiment ce petit côté, on les exalte plus ou moins quand on veut, sachant que quand ils sont pas exaltés, ils vont avoir des bonus, etc. Donc on revient sur la phase classique. Vous remarquez aussi le design des cartes qui est vraiment très réfléchi. Tout est assez clair, il y a des petits symboles partout. Il y a une version non peinte quand on est en mode classique. Quand on est un master et qu'on a la version peinte, c'est qu'on est en version exaltée. Donc ça, je trouve ça assez mignon. Donc on revient sur ses caractéristiques. Il bouge à 4, il a 2 d'esquive, 4 de points de vie, c'est plutôt pas mal.
mal. Un bâton d'allonge, ça c'est assez classique sur les patrons, donc il tape à 2 avec 2 marteaux et 2 dommages, voilà, c'est assez fiable. Ensuite, un très prédateur qui frappe à 3 en mode magique, il a 2 dés de magie, donc c'est plutôt pas mal, et qui va mettre une petite touche, voilà. Qu'est-ce qu'il a? Lutte, on l'a vu tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir avoir des marqueurs, et après submerger. Donc tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, c'est-à-dire qu'il n'est pas exalté, il a plus 2 en mouvement, donc ça fait 6 de mouvement pour aller prendre les objectifs, c'est hyper fort, est une bête, a le vol et ne peut pas être exalté. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, parce que vous allez avoir le mode badass, le mode je vais prendre les objectifs, il y a cette polyvalence et cette souplesse qui fait que l'adversaire, il va un peu avoir du mal à anticiper les choses et qui fait que c'est une bande, à mon avis, vous allez le voir, mais qui est un peu difficile à jouer. Le fait de la mettre dans une boîte de base, alors certes maintenant c'est... alors c'est ça l'idée, le problème, c'est que est-ce que c'est une boîte qui est à destination des joueurs qui connaissent déjà bien Warhammer Underworld, qui ont envie d'aller pousser dans les mécanismes, ou est-ce que c'est une boîte de démarrage? Étant donné que la boîte de démarrage est toujours commercialisée, bah voilà, faut le voir plutôt comme une boîte à direction des joueurs aguerris. Donc ensuite 4, 2 d'esquive, 4, son bâton passe encore mieux avec 3 de marteau pour 2 dommages, et puis le trait il est pas mal aussi, hein, parce que là maintenant il va mettre 2 dommages en mode fracassant, voilà. Ensuite, Gore, Spinhammer, donc lui on a déjà vu, 3-1-4, je ne vais pas tout vous détailler, recul 1, donc lui quand il est submergé, donc tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, il a plus 1 en défense, c'est pas mal, 2 de défense, naturellement c'est pas mal, s'il est en mode en plus garde, ça veut dire que tous les symboles seront des réussites, il va lancer 2 dés, c'est plutôt pas mal, il est une bête et ne peut pas être exalté, voilà, une fois qu'il est exalté, donc, il va avoir dresseur de bêtes. Dresseur de bêtes, donc les bêtes amies, donc c'est-à-dire tous ces personnages qui sont en mode non exalté, à 2 cases ou moins de ce combattant peuvent tenir les objectifs et vous pouvez relancer un dé de leur jet de défense. Faire un super, quelqu'un de super tanky, sachant que lui-même peut être une bête amie. Alors sachant que, alors ça marchera pas parce que quand il est en mode exalté, il n'est pas une bête. Quand il est en mode classique, là il est une bête, donc il peut pas être exalté, se booster. Vous voyez, c'est assez compliqué en fait ces deux modes de jeu, je trouve que c'est assez riche, avec bon voilà son marteau recul 2 aussi, commotion, donc assez puissant. On passe à Crimson Kera, donc voilà les stats je vous les passe, déchaînement, alors sa version submergée, donc tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme sur elle, elle a plus 1 en mouvement, est une bête et ne peut pas être exaltée, et ensuite elle a déchaînement, donc c'est critique létal 1 et balayage si cette combattante est une bête, vous voyez, donc ça combote pas mal, encore une fois, mais faut bien choisir qui fait quoi. Et puis après, voilà, sa serration exaltée, pas de pouvoir, et puis toujours cette possibilité de, au début de son activation, enlever le marqueur d'âme pour qu'elle ne soit plus exaltée et qu'elle change un petit peu de style. Et je vous rappelle que maintenant, avec les nouvelles règles, on peut tout à fait faire un mouvement, faire une attaque, et puis aller bouger. Hein. Donc quand justement on la transforme pour aller chercher un 5 ou 6 hexagones dans le cas du perso, ça change complètement la partie. Hein. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de flexibilité. Je pense que c'est une bande qui a vraiment toutes les armes, en fait, qui est un petit peu couteau suisse. Ensuite, là, impact, hein, c'est pas mal, lame silencieuse aussi, pas mal. Vous voyez, on a toujours 2 types d'attaques, c'est bien aussi, ça donne aussi beaucoup de souplesse. Ensuite, submergé, tant que ce combattant a au moins un marqueur d'âme, il a plus 1 en mouvement, compte les doubles comme des réussites dans ses jets et d'attaque et de défense, et aussi une bête. Et impact plus 1 dégâts lors de l'action de charge. Et une fois qu'il est exalté, voilà, vous avez impact plus 1 dégâts en charge, BLUR, ce combattant soutient chaque bête amie, quel que soit l'endroit où il est sur la table. Donc ça, c'est plutôt aussi très très bon. Donc vous voyez, c'est subtil à jouer. Voilà, je détaille pas toutes les cartes, comme je l'ai dit, ce sera dans une vidéo spécifique. Alors c'est pareil pour les fils de Velmorn. On va regarder vraiment les cartes pour les commenter un petit peu. Et si vous voulez le détail de ce qu'il y a dans le paquet, ce sera dans la vidéo dédiée. Alors, on commence avec le roi Molrag Velmorn. Donc 3 de mouvement, voilà, c'est assez lent. 1 de défense, classique, 4 points de vie. Une arme assez classique, mais pas folle non plus. 2 marteaux pour mettre 2 dommages avec létal 1. Par contre, il a une activation, injonction mortelle, réaction après l'activation de ce combattant, ça veut dire qu'il faut le jouer en premier. Donnez-lui un marqueur d'injonction, tant qu'il a au moins un marqueur d'injonction, il soutient chaque garde des cryptes amis. Retirez ces marqueurs à la fin de la phase. Alors c'est bien parce que ça va fiabiliser en fait vos actions, parce que ils vont toujours avoir des soutiens. Donc même sans être forcément à côté, tout en sachant qu'en plus vous verrez leurs actions d'exaltation sont aussi plutôt dirigées vers ça, vous voyez. Donc on a une action d'attaque, obtient une touche critique si ce combattant
combattant est l'attaquant ou soutient l'attaquant. Sachant que on va considérer qu'il soutient chaque garde décrypte, donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura une touche critique qui va être faite, il va s'exalter. Donc c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Après, une fois exalté, ce qui peut être assez facile à faire, vous voyez, ça change pas énormément. On a juste ici une valeur de défense en plus, ici un petit point de dommage en plus. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont si faciles à exalter, c'est que ça n'a pas non plus transcendé la partie. Et on a toujours l'injonction mortelle, voilà, rien de plus. Ensuite, on va avoir cette mécanique, jalousie de fratrie, qui est une réaction qu'on va avoir sur les trois frères. Voilà, hein, ça peut vous rappeler des bons souvenirs, les trois frères. Réaction, après l'étape de pouvoir finale du round, exalter un combattant ami avec cette aptitude, c'est-à-dire que automatiquement parmi les trois, vous en avez un qui va s'exalter, tout en sachant qu'on peut imaginer que une action d'attaque a été obtenue, enfin il y a quand même moyen, vous voyez, d'avoir un personnage qui s'exalte parce qu'il fait un critique, un autre personnage est en soutien, il a le critique, et lui à la fin de la phase, eh bien il passe aussi parce qu'il est jaloux de ses frères. Donc on va tous les exalter assez facilement. Ça peut être intéressant quand on fait de la construction de deck aussi. Au niveau des attaques, donc il a létal 1, voilà 2 pour 1, c'est assez faible. Une fois exalté, heureusement c'est beaucoup mieux, il a 3 épées pour mettre 2 dommages en fracassant, et avec critique bouclier, on va le retrouver sur d'autres cartes. Donc donner un pion de garde à ce combattant, donc c'est assez intéressant de les faire charger, parce qu'après voilà, ils vont pouvoir défendre beaucoup plus efficacement, donc c'est plutôt pas mal. On regarde le maréchal Volk, ça va être à peu près le même système, toujours les mêmes combos ici, voilà, il est en mode létal 1, 2, 1, c'est pas fou. Heureusement exalté, ça passe en 3, 2, et lui aussi a le côté bouclier, vous voyez. C'est une bande qui va être beaucoup plus simple à jouer, je pense, que l'autre, donc si vous voulez jouer à deux en commençant par cette boîte-là, eh bien vous savez, le plus intelligent, faut qu'il prenne les bêtes. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y aura une bande qui va être plus facile à jouer, celle-ci me paraît plus facile à jouer. Après, ça veut pas dire qu'elle sera plus forte, ça veut pas dire que l'autre est plus forte non plus, mais ça veut dire qu'il y aura une courbe d'apprentissage, à mon avis, plus grande sur l'autre. Donc là, toujours pareil, 1, 2, 2, pas trop de portée, hein, pas trop d'attaque à distance. Déséquilibre, on commotionne la cible. Commotionner, c'est que vous pouvez relancer, alors non, c'est quoi? C'est qu'on peut relancer, si je crois qu'on peut relancer un dé, voilà. Ou que le double, non, c'est qu'on peut relancer un dé. Donc c'est pas mal. Et quand il est retourné, là, il gagne une attaque supplémentaire avec balayage, donc ça permet de frapper le plus du monde. Et puis ensuite, déséquilibrer, commotionner aussi la cible. Et enfin, on termine avec Sir Gerdran Felsborn. Et oui, pourquoi? Parce que c'est le fils illégitime. Donc lui, par contre, il n'a pas la jalousie en fait des frères. À noter aussi que c'était pas un garde décrypte, contrairement aux autres. Je ne sais pas pourquoi, si ce n'est en termes de jeu, parce que bon, bah voilà, fluffiquement, ça devrait être aussi une sorte de garde décrypte, mais non, du coup, il ne l'est pas, donc il va pas pouvoir comboter avec papa. Là, donc ensuite, il a quand même, par exemple, la même condition d'exaltation, voilà. Donc garde, c'est une attaque à 2 épées qui met 3 dommages, ça c'est puissant. Il a 5 points de vie, ça veut dire qu'il est imposant. C'est une règle spéciale maintenant dans le jeu. À partir du moment où vous avez un personnage qui a 5 points de vie, il devient imposant. C'est un trait, voilà, donc ce trait va interagir avec des cartes. Donc j'ai pas d'exemple à vous donner, si ce n'est, oh bah tiens, justement sur cette carte-là. Donc là, lui, il va changer, donc au lieu de mettre des épées, il va mettre des marteaux, c'est plutôt pas mal. Il gagne pas de défense, donc ça aurait peut-être été un petit peu trop costaud avec ses 5 points de vie. Tueur, vous pouvez relancer un des dés d'attaque, des actions d'attaque de ce combattant qui cible un combattant imposant. Donc ça arrivera pas tout le temps, mais voilà, ça fait un petit bonus. Et puis sentinelle éternelle, tant que ce combattant est adjacent à un combattant ami, il le soutient. Voilà, donc possibilité aussi de l'exalter assez facilement. Voilà, donc c'est une bande qui va être, comme je l'ai dit, plus facile à jouer, avec un... Je trouve que le fluff de cette bande-là est vraiment traduit très très bien avec ces cartes-là. C'est le cas aussi hein, pour l'autre, avec leur côté, les bêtes intérieures qui surgissent. Donc là, je trouve qu'il y a un bel effort narratif pour ce jeu-là, même si Warhammer Underworld, on l'a dit, c'est pas le jeu le plus narratif de chez Games. Au moins, ils font l'effort dans la création des personnages, et ça, je tenais à le noter. Ensuite, vous avez 2 paquets rivaux qui sont très bien, parce que vous allez pouvoir les utiliser avec vos anciennes bandes hein, de Warhammer Underworld. Donc ça, c'est très bien. La petite spécificité, c'est que vous avez maintenant des cartes d'intrigue. Donc c'est des cartes que vous allez révéler à l'adversaire. Vous avez le droit à une seule intrigue dans votre paquet. Et puis, ça va être des conditions de victoire un petit peu particulières. Donc là, en fait, vous allez avoir des marqueurs suivant que que vos personnages deviennent des explorateurs
explorateur ou pas, il y a des façons en fait de marquer des points de victoire. On le verra en détail dans la vidéo dédiée sur les cartes. Et puis Griff et Crow, voilà, qui est aussi un autre type de combattant. Donc voilà pour la review des cartes. Je vous rappelle que si vous voulez le détail, ce sera dans une vidéo spécifique. Alors pour conclure sur Gnarlwood, et bien comme j'aime beaucoup Warhammer Underworld, moi ça m'excite parce qu'il y a vraiment un travail qui a été fait. Ça on peut pas dire qu'ils chôment, on peut pas dire qu'en fait ils font du remplissage. Honnêtement, on pourrait se poser la question avec le rythme des sorties, se dire bon bah oui c'est juste du remplissage. Là vraiment, je sens qu'il y a, enfin on sent qu'il y a ce sentiment de les figurines sont poussées, il y a un beau travail. Bon les plateaux ça c'est un peu le point noir, mais bon après c'est un parti pris aussi. Ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire. Bon moi j'avoue ça me plaît pas. Bon voilà c'est comme ça. On passe après sur le travail avec les deux decks rivaux plus les deux decks génériques rival pour quelles que soient les bandes. Je trouve que là vraiment c'est poussé, c'est la bonne façon de faire pour Warhammer Underworld, pour le rendre, et bien pour le remettre un petit peu sur le devant de la scène, pour dire allez aux anciens joueurs, allez viens, et pour dire aussi aux nouveaux joueurs, mais t'inquiète pas, t'auras pas forcément besoin d'acheter toutes les paquets de cartes, même si tu as une bande qui traîne depuis 2-3 ans, tu peux jouer avec un paquet rival, ça va pouvoir être assez intéressant, donc ressort tes bandes, refais une petite partie, et puis voilà, moi j'essaierai de vous proposer une partie, je ne sais pas quand je pourrai, peut-être je redemanderai à Simon de venir s'affronter, voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, eh bien il y a Tipeee. Tipeee c'est la meilleure façon d'aider la chaîne. Et puis aussi vous pouvez acheter cette boîte là sur My Hobby Place. Vous avez moins 20% sur le prix et puis ça soutient aussi activement la chaîne. Donc vraiment merci à tous ceux qui font cet effort aussi. Moi ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis j'espère que l'idée de faire une vidéo séparée avec les cartes va vous plaire aussi. Vous me dites ça en commentaire et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez bye, salut à tous.